Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi il faut davantage de féminicides. Et pour ça, on va reprendre un petit tweet de Henri de Turenne. Alors, Henri de Turenne, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est normal, c'est un random tweetos. Je l'ai trouvé sur Twitter en tapant tweet de merde et je suis tombé sur son profil. Alors, il est magnifique, hein, c'est un petit mec d'extrême droite qui poste que des trucs racistes, anti-musulmans, sexistes, etc. Et en plus, il se prend pour une espèce de lourd croisé, un lourd chrétien là, comme ça, sur les réseaux, parce qu'après, dans la vraie vie, on sait qu'il est en slip. Bref, un personnage charmant à la capacité de réflexion digne d'un miroir sans teint. Mais on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Bon, un petit peu, reste. On va juste se servir de son tweet pour expliquer un petit peu la vie aux masculins fragiles. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de violences faites aux femmes, t'as toujours un random mec qui arrive et qui fait « Oui, mais les hommes ils meurent plus du suicide, et puis les femmes elles font plus d'infanticide et on n'en parle pas assez, au secours maman, viens changer ma couche ». Et ce personnage existe dans la vraie vie, sachez-le. Bref, voyons que nous dit Henri de Turenne. Il y a un réel problème avec les femmes et l'infanticide. Déjà que beaucoup tuent les bébés avant même la naissance via l'avortement, l'énorme majorité des infanticides pré- ou post-natals sont du fait des femmes. Les autorités doivent se pencher sur ce problème. Voilà, donc les autorités doivent se pencher sur ce problème. Voilà, c'est les autorités qui vont résoudre ce fameux problème. Alors s'ils sont aussi efficaces que pour résoudre la question des féminicides, où à chaque fois qu'il y a un drame, on apprend qu'en fait la femme, ça fait des mois qu'elle portait plainte, qu'elle a porté plainte plein de fois et que ça servait à rien, bon, je suis pas certain que ça va vraiment nous aider. J'ai une première proposition à faire. Je propose que dans le cas des violences sexuelles aggravées, des féminicides, qu'on a du mal évidemment à résoudre dans notre pays, qui est un drame, que les gardes à vue puissent aller jusqu'à 72 heures. Je comprends rien, les cons. Bref, à la lecture de ce tweet, on comprend bien que les femmes, ces tueuses d'enfants, elles sont bien plus dangereuses, bien plus violentes que les hommes. Bah oui, enfin, les hommes, bon, ils tuent quoi? Ils tuent des bonnes femmes, ok. Mais les femmes, elles tuent des enfants. Y a-t-il crime plus grave au monde que de tuer un bébé, un enfant, un infanticide, hein? Je sais pas, peut-être pas un régicide? Un déicide, peut-être? Et moi, du coup, je propose qu'on arrête de dénoncer les violences faites aux femmes parce que, tout simplement, plus de féminicides, moins d'enfants tués, et moins d'enfants tués, moins d'enfants tués, c'est déjà pas mal. Hein. Si on arrête de tuer les bébés, c'est pas mal. C'est pas mal, si, c'est pas mal. Non, ça vous a pas convaincu? Bon, est-ce que ça vous dit? On fait un peu d'histoire. Dans l'Antiquité, l'abandon d'un enfant était carrément toléré dans la société, en fait. On avait même un nom pour ça, on appelait ça l'expositio. C'est quand on prenait son enfant et qu'on allait le mettre dans un espace public pour qu'il soit récupéré, ou pas. Et en fait, ce geste, il relevait pas forcément d'une volonté de tuer, mais d'un désengagement de la responsabilité parentale, souvent pour des raisons sociales, économiques ou eugénistes. Donc pas les moyens, ou pas le bon sang, hein, parce que quand t'as tchouchouk ton esclave et que t'as fait un bébé illégitime, un petit bâtard, bon, c'est pas ouf. Ou alors, non, lui, il est vraiment trop moche. Hein, le handicapé, là, allez, hop, ça dégage. On abat les chiens hydrophobes, on tue les taureaux farouches et indomptables, on égorge les brebis malades de peur qu'elles n'infectent le troupeau, on étouffe les monstres à leur naissance, on noie même les enfants estropiés ou difformes. Ah, c'était la belle époque. Dans la Rome antique, le père, le pater familias, le gros daron, il avait un droit de vie ou de mort à la naissance sur l'enfant, et il décidait librement s'il l'acceptait ou pas dans le foyer. Et en fait, c'était pas perçu comme un crime, c'était un acte d'autorité domestique. Et ces pratiques, elles n'étaient pas marginales, mais constitutives d'un certain ordre social, notamment pour réguler la pureté de la lignée ou bien l'héritage. Dans la mythologie grecque, l'infanticide se présente comme un miroir des conflits psychiques parentaux. Certains récits mettent en avant les infanticides non pas pour les condamner moralement, mais pour exprimer des dimensions profondes du rapport parent-enfant ou de vision cosmologique. On peut penser à Oedipe. Laios et Jocaste font tuer leur enfant par peur de la prophétie. L'enfant est perçu comme porteur de menaces pour l'ordre familial et dynastique, et l'infanticide, une tentative de lutte contre le destin. Et une tentative ratée, parce que je rappelle que le meurtre échoue, donc là le message en filigrane c'est, bon, lutter contre le destin, c'est chaud. On a également Agamemnon et Iphigénie. Le père sacrifie sa fille pour obtenir des vents favorables pour partir en guerre. Là, l'enfant est sacrifié au nom d'un impératif supérieur, celui de la cité, des dieux ou de l'honneur viril. Et puis on a Médée. La mère tue ses propres enfants pour se venger de l'abandon de Jason. L'infanticide est alors instrumental, vengeur, symbolique et exprime un rapport extrême au pouvoir maternel et à la souffrance narcissique. Mais un malheur s'est abattu sur moi à l'improviste et m'a brisé l'âme. C'en est fait de moi. J'ai perdu la joie de vivre et je désire mourir, mes amis.
Celui en qui j'avais mis tout mon bonheur, je ne le sais que trop, mon époux, est devenu le pire des hommes. De tout ce qui a la vie et à la pensée, nous sommes, nous autres femmes, la créature la plus misérable. D'abord il nous faut, en jetant plus d'argent qu'il n'en mérite, acheter un mari et donner un maître à notre corps, ce dernier mal pire encore que l'autre. Puis se pose la grande question, le choix a-t-il été bon ou mauvais? Car il y a toujours scandale à divorcer pour les femmes, et elles ne peuvent répudier un mari. Ils disent que nous vivons une vie sans danger à la maison tandis qu'ils combattent avec la lance. Piètre raisonnement, je préférerais lutter 3 fois sous un bouclier que d'accoucher une seule. Mais je me tais, car le même langage ne vaut pas pour toi et pour moi. Toi, tu as ici une patrie, une demeure paternelle, les jouissances de la vie et la société d'amis. Moi, je suis seul, sans patrie, outragé par un homme qui m'a, comme un butin, arraché à une terre barbare, sans mère, sans frère, sans parents près de qui trouver un mouillage à l'abri de l'infortune. Cette nuit-là, mes enfants dormaient. Je suis entrée dans leur chambre. Les ai l'un après l'autre serrés dans mes bras, et d'abord réveillé le premier, et lui ai demandé de ne pas se rendormir avant que je revienne. Je suis sortie de la chambre, me suis dirigée vers la salle de bain, et ai vomi avant même d'avoir ouvert la porte. Me suis nettoyée. Je suis allée dans la cuisine, et y ai pris un de ces couteaux qui me servait à couper le poulet, la viande. Me suis redirigée vers la chambre, arrivée devant la porte et appelé le premier et l'ai frappé. Puis me suis dirigée vers le lit du second, lui ai couvert le visage et ai frappé également. Une fois. Je n'ai pas pu me relever tout de suite, n'avais plus la force. Au bout d'un moment, ai réussi. Les ai pris tous les deux dans mes bras, les ai portés jusqu'au jardin, ai fait tous les rites, toutes les prières, et ai pris leur cœur, leurs 2 petits cœurs, les ai soigneusement embrochés sur la lame. Puis, je suis allée retrouver Jason, lui ai montré le fruit de ses entrailles, il a perdu la tête. Et en fait, ces exemples montrent que l'infanticide ne peut pas seulement être abordé par l'angle du pathologique individuel. Il faut aussi y voir une expression sociale de la misère, de l'exclusion, de la douleur, de l'isolement, ainsi qu'une construction culturelle, le statut de l'enfant, la place des femmes, la légitimation de la violence, etc. Au fil des siècles, la place de l'enfant dans nos sociétés a profondément changé, tout comme la manière dont la féminité et la maternité sont perçues. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les enfants, ils n'étaient pas vus comme des petites personnes vulnérables, et leur existence était plutôt perçue sous l'angle de la survie plutôt que de l'affection ou du développement. C'était une époque où les taux de mortalité infantile étaient particulièrement élevés, et où l'enfant était donc considéré comme un simple être en devenir, un simple prolongement de la lignée familiale. En fait, l'idée même de l'enfance au sens moderne, avec toute sa dimension de statut particulier, d'être vulnérable, de petites figures innocentes qu'il faut protéger, c'était pas vraiment encore formalisé. Il n'y a pas de réduction de peine parce que tu es un enfant. Tu auras le droit au bâton comme tout le monde, ou alors si tu vois un truc, on te coupe la main. À cette époque, les mères étaient souvent accusées de ne pas bien gérer l'éducation de leur enfant, et notamment par rapport à la discipline. Un discours qui reflète aussi les préoccupations sociales dues à l'ordre moral et à la stabilité de la société. Les femmes souvent assignées au rôle de nourrice ou de mère étaient censées élever leurs enfants dans une logique de transmission des valeurs sociales et familiales, et les mères qui ne se conformaient pas bien à cette norme étaient rapidement stigmatisées. Heureusement, ça a bien changé aujourd'hui. Avec les évolutions sociales, philosophiques et économiques qui ont accompagné l'essor des Lumières, ça commence à changer. L'enfant est alors perçu progressivement comme un membre à part entière de la société, mais aussi comme un être vulnérable qui mérite une attention particulière et un soin spécifique. Il devient donc un objet d'attention et de protection, et aussi un symbole de l'avenir, voire de l'innocence. Et en fait, ce changement de perception, il a parallèlement entraîné une revalorisation du statut maternel et un renforcement des attentes sociales envers les mères. Les femmes qui ne se conformaient pas à cette nouvelle norme de la bonne mère étaient désormais jugées comme des déviantes, des incompétentes, voire même des figures dangereuses. Et même si le rôle de la parentalité a changé grâce aux évolutions sociales qui ont redéfini les rôles de genre et les structures familiales, ces injonctions et ces pressions liées à la maternité n'ont jamais disparu. Le rôle maternel est souvent idéalisé et porté à des atteintes irréalistes, notamment avec la notion d'instinct maternel, comme quoi les mères sauraient instinctivement ce qu'il faut faire et ce qui est bon pour l'enfant. Ça c'est à la fois une pression énorme et une source de culpabilité et de détresse psychologique pour les mères qui ne se sentent pas à la hauteur.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a tout un mouvement sur les réseaux sociaux où on voit des mères en train de galérer dans la vraie vie, en opposition aux petites vies parfaites et bien rangées de certaines Instagrammeuses, de certaines influenceuses. Au-delà de la question de l'instinct maternel, le rôle de la mère est également associé à la réussite dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'elle doit s'occuper parfaitement du foyer, de l'éducation, remplir son rôle d'épouse et éventuellement même exceller dans sa carrière professionnelle. D'ailleurs, cette double pression est explorée par des auteurs comme Harley Hochschild, qui a introduit le concept de double journée, où les femmes sont attendues à exceller dans leur rôle de mère et dans leur rôle de travailleuse. Et en fait, le capitalisme exploite à la fois la force de travail des femmes et leurs responsabilités domestiques, parce que ça permet à l'économie de se nourrir d'un travail non rémunéré et invisibilisé. En 2018, l'Organisation internationale du travail avait évalué ce travail invisible à hauteur de 13% du PIB. 13% du PIB, c'est quand même, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est correct, c'est correct. Acceptable, mesdames, acceptable. S'ajoute à ces pressions et à cette charge, la précarité, le chômage, l'isolement familial ou communautaire augmentent la vulnérabilité psychologique des parents et surtout des mères. L'épuisement, le stress chronique ou l'absence de soutien peuvent favoriser l'émergence ou l'aggravation de troubles mentaux, parfois sévères, qui peuvent altérer le jugement ou le lien à l'enfant. Dorban, en 1979, donc c'est un petit peu vieux, mais c'est important, c'est une étude majeure, souligne que la pauvreté et l'isolement social sont des facteurs déclencheurs importants dans le profil des mères qui tuent leurs enfants, car elles n'ont souvent ni l'énergie ni le soutien nécessaire pour faire face aux défis quotidiens liés à la parentalité. Et les anthropologues comme Nancy Scheper-Hughes dans Death Without Weeping ont montré que l'infanticide pouvait exister dans certaines communautés pauvres, non pas comme un acte de cruauté, mais comme une stratégie de survie, une réponse à des conditions matérielles d'extrême précarité. En fait, dans ces conditions, les enfants ne peuvent pas tous être investis affectivement. Et les plus faibles, les malades et les apathiques, on va un petit peu les laisser de côté dans une sorte de résignation émotionnelle pour se concentrer sur ceux qui ont plus de chances de s'en sortir. Et c'est pas un manque d'amour, c'est un mécanisme de défense psychique, une adaptation structurelle à la souffrance chronique et à la rareté. À l'orée d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron, sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille ne mangeait guère. Une année que la famine régnait dans le pays et que le pain lui-même vint à manquer, le bûcheron ruminait des idées noires. Une nuit, dans son lit, il remâchait ses soucis. Il dit à sa femme : « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants, nous qui n'avons plus rien pour nous-mêmes ?»« Eh bien, mon homme, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire ? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. »« Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt ? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. »« Oh fou, rétorqua-t-elle. Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les 4 ? Alors, il ne te reste qu'à raboter les planches de nos cercueils. » Ici, le conte semble blâmer la femme, qui est d'ailleurs pas la mère mais la belle-mère, mais il met surtout en scène une réalité sociale plus profonde. Dans les foyers précaires, ce sont souvent les femmes qui portent la responsabilité de l'éducation des enfants et de la gestion du foyer, et ces tâches, dans un contexte de grande pauvreté, elles sont pas toujours vécues comme un choix, mais plutôt comme une charge imposée. Alors ici, il ne s'agit pas de blâmer l'homme ou la femme, il s'agit d'appréhender les causes systémiques dissimulées sous l'apparence d'un choix individuel. Et comme l'a montré Nancy Scheper-Hughes, l'abandon d'enfants ou l'infanticide ne révèle pas nécessairement d'une cruauté intrinsèque, mais d'un contexte matériel qui détruit les liens affectifs et qui pousse à des stratégies inhumaines face à la précarité. Les femmes qui commettent des infanticides sont souvent confrontées à des contextes de grande vulnérabilité. Très jeunes, souvent isolées, parfois en déni de grossesse, elles n'ont ni le soutien familial, ni l'encadrement médical ou social nécessaire. De nombreuses études montrent que les femmes qui commettent des infanticides sont souvent confrontées à des violences conjugales, du contrôle coercitif ou de l'isolement, des contextes qui fragilisent profondément et peuvent favoriser l'émergence de troubles mentaux graves comme des dépressions postpartum ou des psychoses périnatales. En France, les enquêtes et témoignages montrent qu'environ 1 voire 2 femmes sur 10 sont victimes ou seront victimes de violences conjugales et sexuelles au cours de leur vie. Et à l'échelle mondiale, l'OMS nous dit que c'est à peu près 1 femme sur 3. Les femmes victimes de violences conjugales et sans soutien peuvent être poussées à commettre des actes extrêmes dans des tentatives désespérées de se sortir de leur état de maltraitance, ou même par vengeance, comme on l'a vu avec l'histoire de Médée. Mais je te vois t'agiter au fond, oui, bon, il n'y en a que pour les femmes, blablabla, les hommes aussi, on souffre, et oui, bien sûr, les hommes aussi souffrent, hein, personne ne va le nier. D'ailleurs, regarde ce visage, c'est le visage de la souffrance. Aide-moi, abonne-toi.
Dans ces 70% d'infanticides imputés aux femmes, il faut bien comprendre que ce taux concerne principalement les nouveau-nés et les bébés de moins de 1 an. Mais quand on examine les cas d'infanticide commis sur des enfants un peu plus âgés, là le ratio devient plus équilibré, en fait les hommes deviennent plus représentés. Et ces infanticides chez les enfants plus âgés, ils sont liés à des facteurs comme la violence domestique, le stress familial, l'abus de substances comme l'alcool ou la drogue, ou des troubles psychologiques graves chez les pères. Et d'ailleurs je précise que la santé mentale des hommes est beaucoup trop sous-diagnostiquée, sous-évaluée. On préfère parler de crise de colère ou de mecs un peu nerveux, un peu sanguins, bon, ça fait plus viril. Le premier acte de violence que le patriarcat exige des hommes n'est pas dirigé contre les femmes. Il leur demande d'abord de s'infliger une forme de mutilation psychique, de tuer les parties émotionnelles d'eux-mêmes. Et si un homme échoue à s'automutiler émotionnellement, il peut compter sur d'autres hommes patriarcaux pour mettre en œuvre des rituels de pouvoir visant à briser son estime de soi. Et d'ailleurs, les hommes sont aussi beaucoup plus représentés, bon, dans les cas d'homicide, ça tout le monde le sait, mais aussi dans les cas de famicide. Vous savez, c'est quand il y a un mec comme ça, il arrive, et puis il bute toute sa famille. Puis après, parfois, il se bute lui-même après. C'est 9 cas sur 10, hein, on parle de 9 cas sur 10. Voilà. Dans 9 cas sur 10, l'assassinat de toute sa famille, bon, c'est causé par un homme. Et en fait, ça, c'est un reflet des dynamiques de genre et de pouvoir. Les hommes sont socialement conditionnés à avoir un contrôle sur leur famille. C'est toi l'homme de la maison maintenant, mon fils. Et lorsqu'ils se sentent déstabilisés, rejetés ou incapables de régler une situation de crise, cette frustration peut induire une réponse violente à l'impuissance. Chez les femmes, en revanche, ce sentiment de détresse, il est moins fréquemment associé à un besoin de domination ou de contrôle. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être le cas, hein, détends-toi, je te vois transpirer. Et j'ai hésité à évoquer un exemple plus récent, mais bon, c'est un peu sordide, donc je vous le mets en description parce que je trouve que ça illustre très bien ce dont on parle. Mais bref, tu comprends bien que ton petit tweet minable sur les infanticides, bon, il sert à rien. Il permet pas de comprendre quoi que ce soit, il permet pas de mettre en lumière la façon dont nos comportements sont structurés par des dynamiques complexes et insidieuses. Personne ne naît tueur ou tueuse d'enfants. Hein. Bon, ça me semble évident, mais apparemment, il y en a, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Tu peux avoir certaines dispositions ou prédispositions génétiques à développer certains troubles mentaux qui peuvent éventuellement aboutir à des comportements violents ou favoriser certains comportements violents, mais il y a toujours un contexte environnemental, une dimension sociale et culturelle. Je rappelle qu'en Chine, l'infanticide de nouveau-nés de sexe féminin a été historiquement pratiqué en raison du modèle patriarcal qui favorisait les garçons et en raison de la philosophie confucéenne. Et en fait, c'est bien pour ça que pour lutter contre les féminicides ou les infanticides, on va pas s'en prendre aux individus ou même à un genre. Personne te fustige d'être un homme, hein, t'inquiète pas, tu peux même en être fier si tu veux, hein. Fier d'avoir un zizi. En revanche, il faut remettre en question les normes établies qui sont souvent performatives. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de décrire des comportements sociaux, elles les façonnent activement, en imposant des rôles et des comportements qui limitent les individus dans leur liberté d'agir. Et cette performativité fait que l'idée même de la maternité, de la féminité ou de la masculinité est constamment réaffirmée par des attentes et des pratiques culturelles. Quand tu fais un tweet débile pour chialer, qu'on parle trop des féminicides et pas assez des infanticides, c'est pas parce que le sort des enfants t'intéresse, c'est parce que tu te sens menacé, c'est en réaction au sentiment de mise en danger de ton idéal de virilité par rapport au discours féministe et égalitaire. Bon, tu te sens en danger, petit chou, hein. Moi pas. Est-ce que ce serait parce que je suis plus viril que toi? Oui, c'est ça, cherche pas, la réponse c'est oui. Hein. Je vais venir voler ton goûter à la cantine, parce que je suis un mâle toxique dominant. La crise que traversent les hommes n'est pas une crise de la masculinité, mais une crise de la masculinité patriarcale. Tant que cette distinction ne sera pas clairement faite, les hommes continueront de percevoir toute critique du patriarcat comme une menace. Alors bien sûr, cette vidéo n'a pas pour but d'excuser l'irréparable ou de stigmatiser un genre en particulier, ce serait ridicule. Il s'agit de comprendre les mécanismes psychologiques, sociaux et économiques qui peuvent conduire à des drames extrêmes et pourquoi réclamer simplement plus de solutions punitives ne sert à rien. On a tendance à penser que la violence n'est simplement de la méchanceté ou de l'inhumanité des individus. Un espèce de phénomène de monstrification où la personne qui commet un acte est classée directement hors de l'humanité. C'est une aberration, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais dans la majorité des cas, cette violence, elle s'enracine dans la misère, dans la douleur et dans l'isolement. Tant qu'on se contentera de réponses uniquement répressives sans s'attaquer aux causes structurelles, on restera spectateur des mêmes tragédies.
Prévenir, c'est pas juste punir après coup, c'est créer les conditions pour minimiser la détresse avant qu'elle ne détruise les individus. Et cette détresse, comme on l'a vu, elle peut prendre tout un tas de formes. L'isolement, la précarité, les cycles de violence qui se perpétuent et souvent depuis l'enfance, l'inaudibilité de la souffrance des femmes dans des milieux marqués par le contrôle, la honte ou la peur, et l'internalisation des comportements qui reproduisent et légitiment les rapports de domination entre les individus. Il arrive un moment où il ne suffit plus d'aider les gens tombés dans la rivière. Il faut remonter le courant et comprendre pourquoi ils tombent.